Lausanne, 1913. Les jardins de la Villa Fournier s'étendaient comme un tableau parfait sous le soleil de juin 1913. Les rosiers grimpants embrassaient les murs de pierre blonde, leurs pétales écarlates contrastant avec l'élégance classique de l'architecture néoclassique lausannoise. Au loin, les eaux scintillantes du lac Léman reflétaient les Alpes savoyardes, créant un décor digne des cartes postales que l'on envoyait aux cousins parisiens. Henri Fournier, patriarche de la dynastie bancaire établie depuis 3 générations dans la capitale vaudoise, ajustait sa redingote de soie noire devant le grand miroir du vestibule. Ses favoris impeccablement taillés encadraient un visage aux traits aristocratiques, marqué par la prospérité et l'autorité naturelle d'un homme habitué à commander. À 42 ans, il incarnait parfaitement l'esprit de la belle époque suisse. Conservateur, méthodique et imperturbablement sûr de sa supériorité sociale. « Marguerite, mes enfants sont-ils prêts ?» appela-t-il d'une voix ferme qui résonnait dans les hauts plafonds ornés de stucs dorés. Marguerite Fournier descendit l'escalier de marbre avec la grâce étudiée d'une femme de la haute bourgeoisie lausannoise. Sa robe de taffetas bleu marine, confectionnée par les meilleurs couturiers de la rue Saint-Laurent, bruissait élégamment à chaque pas. Ses cheveux châtain clair étaient relevés en un chignon sophistiqué, maintenu par des épingles serties de perles fines. Elle portait au cou un collier de saphir, héritage de sa belle-mère, qui accrochait la lumière filtrant par les vitraux Art Nouveau. Bernard termine de lasser ses bottines, mon cher. Sophie est déjà dans le salon. Elle n'arrête pas de parler du photographe. Tu sais comme elle adore être au centre de l'attention. Un sourire maternel illumina son visage alors qu'elle évoquait ses enfants. Bernard, 10 ans, était le portrait craché de son père. Sérieux, réfléchi, déjà conscient de son futur rôle dans l'empire familial. Sophie, 8 ans, possédait la vivacité et la coquetterie naturelle de sa mère, avec ses boucles dorées et ses yeux pétillants d'espièglerie. Dans l'office, les domestiques s'affairaient sous la direction de Madame Bertha, la gouvernante allemande dont la réputation de fermeté n'était plus à faire parmi les familles bourgeoises de Lausanne. Ses cheveux gris acier tirés en arrière sans concession encadraient un visage aux traits anguleux et aux lèvres perpétuellement pincées. Elle inspectait chaque détail avec l'œil implacable d'un général passant ses troupes en revue. Marie vérifiait que les verres de cristal soient parfaitement astiqués. Monsieur Dufresne est un photographe réputé. Nous ne pouvons nous permettre aucun impair. Beatle. Sa voix portait l'accent guttural de sa Bavière natale, même après 15 années passées en Suisse romande. Marie, la femme de chambre, une jeune femme de 23 ans aux joues rosies par le travail, s'empressait de polir l'argenterie familiale. Née dans une ferme des Préalpes, elle avait trouvé refuge chez les Fournier après la mort de ses parents lors d'une épidémie de grippe. Sa condition d'orpheline l'avait naturellement dirigée vers le service domestique, seule voie accessible aux jeunes femmes de sa condition sociale. Bien sûr, Madame Bertha. Et les rafraîchissements pour après la séance? Jules s'en occupe. Il a préparé de la limonade fraîche et des petits fours de chez Confiserie Blondel. Rien que le meilleur pour impressionner Monsieur Dufresne. Jules, le majordome, homme de 50 ans au maintien irréprochable, coordonnait l'ensemble avec la précision d'un chef d'orchestre. Ancien valet dans une famille aristocratique genevoise, il avait apporté chez les Fournier les codes stricts de l'étiquette et un sens aigu du protocole. Ses gestes mesurés et sa discrétion naturelle en faisaient l'employé idéal pour une famille soucieuse de son image sociale. Au sous-sol, dans l'office attenant à la cuisine, une ombre menue s'activait en silence. Élise, 5 ans à peine, épluchait des pommes de terre avec des gestes mécaniques, ses petites mains déjà calleuses et marquées par les travaux domestiques. Arrivée 6 mois plus tôt d'un orphelinat de Delémont, dans le Jura, elle appartenait à cette catégorie d'enfants que l'administration suisse appelait pudiquement les enfants assistés, euphémisme masquant une réalité bien plus cruelle. Son visage pâle et émacié contrastait douloureusement avec la joie de vivre naturelle qu'on attendrait d'une fillette de son âge.
Ses cheveux bruns, coupés courts de manière pratique, encadraient des traits tirés par la fatigue et la malnutrition chronique. Mais c'étaient ses yeux qui troublaient le plus. D'un bleu-gris délavé, il semblait avoir déjà vu trop de choses pour son âge. Parfois, quand elle croyait être seule, une lueur étrange y brillait. Ni colère, ni tristesse, mais quelque chose de plus profond et de plus inquiétant. « Élise !» La voix cassante de Madame Bertha la fit sursauter. « Dépêche-toi, avec ces pommes de terre, et après tu monteras épousseter les cadres du salon. Monsieur Dufresne arrive dans 1 heure, je ne veux voir aucune trace de poussière. » La petite fille hocha la tête sans lever les yeux, continuant son travail en silence. Elle avait appris, durant ses premiers mois dans la maison, que la parole était un luxe réservé aux membres de la famille et aux domestiques adultes. Pour elle, l'existence se résumait à une succession de tâches accomplies dans l'ombre, ponctuées de réprimandes et de corrections physiques quand le travail n'était pas jugé satisfaisant. À l'étage, Bernard Fournier contemplait son reflet dans le miroir de sa chambre. Vêtu d'un costume marin de velours marine orné de galons dorés, il ressemblait à un petit prince sorti d'un conte de fées. Ses cheveux bruns, soigneusement peignés avec une raie sur le côté, brillaient sous l'application de brillantine. À 10 ans, il possédait déjà cette assurance tranquille des enfants nés dans la prospérité, conscient de sa place privilégiée dans l'ordre social. « Mademoiselle Sophie, cessez de bouger, je n'arrive pas à boucler votre ceinture !» s'exclamait Marie, tentant d'habiller la petite fille qui ne tenait pas en place. Sophie portait une robe de soie rose poudrée ornée de dentelles de Valenciennes, confectionnée spécialement pour l'occasion. Ses boucles blondes, mises en plis avec soin, dansaient autour de son visage poupin, aux joues naturellement roses. Elle incarnait parfaitement l'idéal de l'enfance bourgeoise de l'époque, innocente, joyeuse et inconsciente des réalités du monde extérieur. « Marie, croyez-vous que le photographe me trouvera jolie ?» demanda-t-elle avec la coquetterie naturelle d'une fillette habituée aux compliments. « Bien sûr, mademoiselle, vous êtes la plus belle petite fille de tout Lausanne. » Marie souriait en ajustant les derniers détails de la toilette, mais son regard se voilait parfois quand elle pensait à sa propre enfance, si différente, passée à travailler dans les champs dès l'âge de 6 ans. Ces moments de mélancolie restaient fugaces. Il était dangereux dans sa position de s'apitoyer trop longtemps sur les injustices du destin. En bas, M. Dufresne installait son matériel dans le grand salon. Photographe réputé de Genève, il était spécialisé dans les portraits familiaux de la haute société suisse. Son assistant disposait les lourds trépieds et préparait les plaques photographiques avec la précision d'un rituel. L'homme, la cinquantaine distinguée, portait une barbe soigneusement taillée et des lunettes cerclées d'or qui lui donnaient un air professoral. « La lumière est parfaite à cette heure, monsieur Fournier. Si nous commencions par quelques pauses dans le salon, puis nous terminerions dans le jardin ?» Henri approuva d'un hochement de tête, satisfait de l'approche méthodique du professionnel. Pour lui, cette séance photographique n'était pas qu'un simple portrait de famille, c'était un témoignage destiné à la postérité, une manière d'immortaliser l'apogée de la réussite sociale des Fournier. Élise, montée discrètement pour épousseter les cadres, observait la scène depuis l'embrasure de la porte. Elle voyait Bernard et Sophie rire et plaisanter avec leurs parents, enveloppés de cette chaleur familiale qui lui était si étrangère. Quelque chose dans sa poitrine se serrait douloureusement. Une sensation qu'elle ne savait pas nommer, mélange de tristesse, d'envie et d'une autre émotion plus sombre. « Mes enfants, placez-vous près du piano. Bernard, mettez votre main sur l'épaule de votre sœur. Parfait. » Le photographe dirigeait la séance avec l'autorité bienveillante d'un metteur en scène. Les flashs de magnésium illuminaient par intermittence le salon, figeant pour l'éternité ces instants de bonheur bourgeois. Marguerite, radieuse, tenait la main de Sophie, tandis qu'Henri posait une main protectrice sur l'épaule de Bernard. « Élise, qu'est-ce que tu fais là ?» siffla Madame Bertha en apercevant la fillette. « Retourne à la cuisine immédiatement, ce n'est pas ta place ici. » La petite fille sursauta et s'éclipsa rapidement, mais pas avant d'avoir croisé le regard de Sophie.
Pendant une fraction de seconde, leurs yeux se rencontrèrent, l'innocence dorée de l'enfance privilégiée face au vide gris-bleu d'une enfance volée. Sophie fronça les sourcils, troublée par cette apparition fantomatique, mais l'instant d'après, elle oubliait déjà, happée par l'excitation de la séance photo. L'après-midi touchait à sa fin quand M. Dufresne proposa de terminer par quelques prises dans le jardin. La famille se dirigea vers la terrasse, suivie du personnel domestique qui transportait le matériel. Le soleil déclinant dorait magnifiquement la façade de la villa et faisait scintiller les eaux du lac en arrière-plan. « Une dernière photo, la plus importante », annonça le photographe. Toute la famille devant l'entrée principale. Ce sera le portrait officiel. Élise, chargée d'aider à porter les accessoires, se retrouva naturellement à l'arrière du groupe, près de l'entrée de service. Dans l'objectif du photographe, elle n'était qu'une silhouette floue, un détail insignifiant dans la composition. Personne ne remarqua sa présence, pas même Dufresne, qui réglait sa mise au point sur le groupe familial rayonnant au premier plan. Pourtant, au moment précis où l'obturateur se déclencha, capturant à jamais cette scène de prospérité bourgeoise, Élise leva les yeux vers l'objectif. Son regard, d'une intensité troublante pour une enfant de 5 ans, sembla transpercer l'appareil photo et se graver directement sur la plaque sensible. Ce que personne ne vit dans l'instant, mais que la photographie révélerait plus tard, c'était l'expression de ce regard, ni suppliant, ni résigné, mais calculateur. Comme si, derrière ses yeux d'enfant, une intelligence précocement vieillie planifiait déjà quelque chose, que les adultes, dans leur arrogante insouciance, ne pouvaient même pas imaginer. « Parfait !» s'exclama M. Dufresne en rangeant son matériel. « Vous recevrez les tirages dans une quinzaine de jours. Je suis certain que vous serez ravis du résultat. » Les Fournier, satisfaits, reconduisirent le photographe jusqu'à sa voiture, échangeant des amabilités sur la beauté de Lausanne et les perspectives économiques prometteuses de cette année 1913. L'Europe entière semblait baignée dans une prospérité éternelle, et l'avenir n'avait jamais paru si radieux. Pendant que les adultes conversaient, Élise était retournée à ses tâches, invisible et inlassable. Mais quelque chose avait changé en elle ce jour-là. Pour la première fois depuis son arrivée, elle avait été vue, pas reconnue, pas remarquée, mais techniquement présente dans le cadre d'une photographie officielle de la famille Fournier. Cette nuit-là, dans l'étroit réduit sous les combles qui lui servaient de chambre, Élise ne trouva pas le sommeil. Allongée sur sa paillasse, elle fixait le plafond bas et contemplait les événements de la journée. Une idée germe dans son esprit enfantin, mais déjà marqué par trop d'épreuves. Une idée terrible et fascinante à la fois. Si elle était maintenant officiellement immortalisée aux côtés de la famille Fournier, ne faisait-elle pas, d'une certaine manière, partie de cette famille? Et si c'était le cas, ne méritait-elle pas d'être traitée comme les autres enfants de la maison? Ces questions, qu'aucun enfant de 5 ans ne devrait se poser, tournaient dans sa tête avec une insistance obsédante. Dehors, Lausanne dormait paisiblement sous les étoiles, inconsciente du fait qu'une graine de chaos venait d'être semée dans l'une de ses plus respectables maisons bourgeoises. « D'où me suivez-vous ? Laissez un commentaire. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis la séance photographique quand les tirages arrivèrent dans leur élégant coffret de carton bordeaux frappé aux armes du studio Dufresne. Henri Fournier déballa personnellement le précieux envoi dans son bureau, cette pièce lambrissée de chaînes sombres où il recevait ses clients les plus importants. Les murs étaient ornés de portraits d'ancêtres Fournier et de diplômes encadrés témoignant de la respectabilité de la lignée bancaire. « Marguerite, venez voir !» appela-t-il, la voix vibrante de satisfaction. Madame Fournier accourut, suivie de Bernard et Sophie qui dévalaient l'escalier en faisant claquer leurs chaussures sur le marbre. L'excitation était palpable. Dans la bourgeoisie lausannoise de 1913, posséder un portrait photographique professionnel était encore un luxe relativement rare, symbole de prestige social autant qu'héritage familial. Henri étala délicatement les différents tirages sur son bureau en acajou. Les images étaient d'une qualité remarquable. Les détails des costumes, l'expression des visages, la beauté classique du décor,
Tout concourait à créer une vision idéalisée de la prospérité bourgeoise helvétique. « Oh, Henri, nous sommes magnifiques !» s'extasia Marguerite en découvrant le portrait principal. « Et regardez comme les enfants sont beaux !» Bernard a l'air si distingué dans son costume marin. Et Sophie, ma chérie, tu ressembles à une petite princesse. Sophie battit des mains de joie en se voyant immortalisée dans sa robe de soie rose. À 8 ans, elle possédait déjà cette vanité naturelle que sa mère encourageait inconsciemment, estimant qu'une jeune fille de bonne famille se devait d'être consciente de son charme. Bernard, plus réservé mais tout aussi satisfait, étudiait l'image avec le sérieux qu'il mettait en toute chose. « Papa, nous pourrons l'accrocher dans le grand salon ?»« Bien sûr, mon fils. Ce portrait trouvera sa place d'honneur au-dessus de la cheminée. » Pendant que la famille admirait les photographies, personne ne remarqua la présence discrète d'Élise qui époussait les étagères près de la porte. La fillette avait développé, au cours des derniers mois, une capacité presque surnaturelle à se fondre dans le décor, devenant invisible aux yeux des habitants de la maison. Cette transparence sociale lui donnait accès à des conversations et des scènes qu'elle n'était pas censée entendre ou voir. « Tiens, qu'est-ce que c'est que cette ombre-là, à l'arrière ?» demanda soudain Marguerite, en examinant plus attentivement la photographie principale. Henri plissa les yeux et approcha l'image de la fenêtre pour mieux l'examiner à la lumière naturelle. On dirait une silhouette près de l'entrée de service, sans doute un des domestiques qui transportait le matériel. Cette Madame Bertha, je lui avais pourtant dit de s'assurer que personne ne traîne dans le champ de l'objectif, soupira Marguerite avec agacement. Enfin, ce n'est qu'un détail, cela ne gâche pas l'ensemble. Élise, figée près de l'étagère, sentit son cœur battre plus fort. Il parlait d'elle. Pour la première fois depuis son arrivée, son existence était évoquée, même de manière oblique et dédaigneuse. Cette reconnaissance, si minime soit-elle, éveilla en elle une émotion complexe, un mélange d'amertume et d'une satisfaction étrange. Ce soir-là, les Fournier organisèrent un dîner pour présenter les photographies à leurs proches. Le grand salon résonnait de conversations animées et de rires cristallins. Madame Bertha avait sorti la porcelaine de Limoges et l'argenterie héritée de la grand-mère Fournier. Les domestiques, en tenue d'apparat, servaient les invités avec une discrétion parfaite. Parmi les convives se trouvait le banquier Gustave Mercier et son épouse Hélène, les plus proches amis des Fournier dans la haute société lausannoise. Leur propre villa, située dans le quartier résidentiel d'Ouchy, rivalisait en luxe avec celle des Fournier. Leurs enfants, Adèle et Philippe, légèrement plus âgés que Bernard et Sophie, étaient considérés comme de parfaits compagnons de jeu pour la progéniture Fournier. « Ces photographies sont véritablement remarquables, mon cher Henri », déclara Gustave en sirotant un verre de désalé, ce vin blanc vaudois servi dans les grandes occasions. « Dufresne a vraiment su capturer l'essence de votre famille. »« Et cette lumière !» ajouta Hélène. « On dirait que vous baignez tous dans une aura dorée. C'est d'un romantique. » Élise, chargée de vider discrètement les cendriers et de remplacer les bougies consumées, circulait entre les groupes d'invités comme une ombre. Sa petitesse et sa discrétion naturelle lui permettaient de passer totalement inaperçue, ce qui lui donnait accès à des fragments de conversation révélateurs sur la mentalité de ces adultes qui dirigeaient son existence. « Vous savez, Henri, » confia Gustave à voix basse, « j'ai entendu dire que le gouvernement fédéral s'apprête à réglementer plus strictement l'emploi des enfants assistés dans les maisons bourgeoises. Il paraît que certains rapports font état de, d'abus. » Henri balaya cette préoccupation d'un geste dédaigneux. « Allons donc. Ces enfants sont nourris, logés, ils apprennent un métier. Que demander de plus? Dans nos familles, ils sont bien mieux traités que dans ces orphelinats sordides d'où ils viennent. »« Certes, certes, » approuva Gustave, « mais vous savez comme l'opinion publique peut être versatile. Il suffit d'un article dans la presse socialiste pour transformer des bienfaiteurs en bourreaux. » Élise, occupée à nettoyer un cendrier près de leur groupe, enregistra chaque mot de cette conversation. Elle ne comprenait pas toutes les subtilités, mais elle saisit l'essentiel.
Sa situation n'était pas unique. D'autres enfants vivaient la même réalité qu'elle, et certains adultes commençaient à s'en émouvoir. Cette information, qu'elle garda précieusement dans un coin de sa mémoire, nourrit ses réflexions nocturnes. Pendant ce temps, les enfants Fournier et Mercier jouaient dans la salle de musique attenante au salon. Bernard montrait fièrement sa collection de soldats de plomb peints à la main, tandis que Sophie faisait admirer sa nouvelle poupée de porcelaine, cadeau de sa marraine genevoise. Leurs éclats de rire contrastaient cruellement avec la solitude silencieuse d'Élise qui vaquait à ses tâches interminables. « Sophie, pourrais-tu aller chercher mon éventail dans ma chambre ?» demanda Marguerite depuis le salon. « Il fait si chaud ce soir. » La fillette monta l'escalier en sautillant, ravie de cette petite mission qui l'autorisait à se mêler aux conversations des adultes. Élise, chargée de surveiller discrètement les enfants, la suivit à distance. Arrivée dans la chambre parentale, une pièce somptueuse tapissée de soie pékin bleu, Sophie se dirigea vers la coiffeuse en marqueterie où sa mère rangeait ses accessoires précieux. C'est là que se produisit le premier incident. L'éventail, un délicat objet en nacre et dentelle que Marguerite avait reçu pour ses 20 ans, gisait sur le tapis d'Aubusson, brisé en plusieurs morceaux. Sophie poussa un cri de détresse qui alerta immédiatement toute la maisonnée. « Maman! L'éventail de maman! Il est cassé !» Marguerite accourut, suivie d'Henri et des invités. Devant le spectacle de l'objet détruit, un héritage familial d'une valeur sentimentale inestimable, elle pâlit et porta la main à son cœur. « Comment est-ce possible? Je l'avais posé là ce matin en parfait état. » Madame Bertha apparut comme par enchantement, son instinct de gouvernante la portant naturellement vers les crises domestiques. « Madame, personne n'est entré dans cette chambre depuis ce matin, à part Marie pour le ménage, et... » Son regard se posa immédiatement sur Élise, qui venait d'apparaître dans l'encadrement de la porte. La fillette, interdite, contemplait les débris avec des yeux écarquillés qui pouvaient passer pour de la culpabilité. « Élise !» rugit Madame Bertha. « Approche-toi immédiatement !» La petite fille s'avança lentement, ses pieds nus silencieux sur le parquet ciré. Tous les regards étaient braqués sur elle, ceux des adultes lourds de suspicion, ceux des enfants mélange de curiosité et d'incompréhension. « As-tu touché à l'éventail de madame ?» La voix de Madame Bertha claquait comme un fouet. « Non, madame !» La réponse d'Élise, à peine audible, sembla se perdre dans l'atmosphère tendue de la chambre. « Ne mens pas! Qui d'autre aurait pu faire une chose pareille? Tu étais chargé de l'entretien de cette chambre cet après-midi. » Henri s'approcha, imposant dans son costume sombre. Sa stature dominait complètement la frêle silhouette de la fillette. « Ma fille, il est inutile de nier. Nous savons tous que les enfants de ton milieu ont tendance à être maladroits avec les objets précieux. L'important, c'est que tu avoues ton erreur. » Élise leva les yeux vers lui. Dans son regard bleu-gris, quelque chose scintilla. Était-ce de la peur, de la colère ou autre chose de plus complexe? « Je n'ai pas touché l'éventail, monsieur. » Le silence qui suivit fut pesant. Gustave Mercier tout sauta avec embarras, tandis que sa femme détournait le regard, gênée d'assister à cette scène pénible. Les enfants observaient avec la fascination morbide qu'ont les jeunes pour les drames dont ils ne sont pas les victimes. « Très bien, » trancha Madame Bertha. « Puisque tu persistes dans le mensonge, tu seras privé de repas demain et tu passeras la journée à récurer les sols des caves. Peut-être que cela t'apprendra à respecter les biens de tes maîtres. » Élise inclina la tête sans protester, comme si elle acceptait sa punition. Mais juste avant de quitter la chambre, elle jeta un dernier regard vers l'éventail brisé. Un observateur attentif aurait pu remarquer que ce regard ne portait aucune trace de culpabilité ou de regret. Seulement une satisfaction froide, presque adulte dans son calcul. Cette nuit-là, Lausanne fut balayée par un orage violent. Les éclairs illuminaient par intermittence les façades bourgeoises et le tonnerre résonnait entre les collines comme une prédiction sinistre. Dans sa mansarde, Élise écoutait la tempête en repensant aux événements de la soirée. Elle n'avait pas cassé l'éventail,
mais elle n'avait rien fait non plus pour l'empêcher de tomber quand elle avait accidentellement fait vibrer la coiffeuse en époussetant une étagère proche. La frontière entre l'accident et l'acte délibéré était si mince qu'elle-même n'aurait su dire de quel côté elle se situait. Ce qui l'intriguait le plus, c'était la réaction des adultes. Leur empressement à l'accuser, leur certitude de sa culpabilité basée uniquement sur sa condition sociale, révélait quelque chose d'important sur leur mentalité. Ils la voyaient comme intrinsèquement mauvaise, prédisposée au vice par ses origines modestes. Si c'était ainsi qu'ils la percevaient, pourquoi ne pas correspondre à leurs attentes? Cette pensée, d'une perversité troublante chez une enfant de 5 ans, marqua un tournant dans l'évolution psychologique d'Élise. Jusqu'alors victime passive de sa condition, elle commençait à entrevoir les possibilités offertes par sa position d'invisibilité sociale. Si personne ne la voyait vraiment, personne ne pourrait anticiper ses actions. L'orage grondait toujours au-dessus de Lausanne quand Élise s'endormit enfin, un sourire imperceptible aux lèvres. Dans ses rêves, elle n'était plus la petite fille ignorée reléguée au sous-sol. Elle était devenue quelque chose de plus dangereux, un fantôme dans la machine parfaitement huilée de la respectabilité bourgeoise, prête à gripper les rouages de cette belle mécanique sociale. Le lendemain matin, Sophie découvrit que sa poupée préférée, celle qu'elle chérissait depuis ses 6 ans, avait mystérieusement perdu sa magnifique chevelure blonde. Les boucles de crin véritables, si minutieusement coiffées par les artisans de Paris, jonchaient le sol de sa chambre comme les restes d'un massacre minuscule. Ses cris de détresse réveillèrent toute la maisonnée. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. L'automne 1913 transformait Lausanne en une toile impressionniste aux tons dorés et cuivrés. Les arbres centenaires du parc de Montrepos se paraient de leurs plus belles couleurs, tandis que les vignobles en terrasse qui descendaient vers le lac prenaient des teintes de bronze et de pourpre. Malgré la beauté saisonnière, une atmosphère tendue régnait dans la Villa Fournier depuis les incidents mystérieux qui s'étaient multipliés au cours des dernières semaines. Après l'éventail brisé et les cheveux coupés de la poupée de Sophie, d'autres événements inexpliqués avaient semé le trouble dans la routine bien réglée de la maison bourgeoise. Le cheval à bascule de Bernard avait été retrouvé au fond du bassin du jardin, ses couleurs délavées par l'eau et sa structure en bois gondolée de manière irréparable. Les livres d'école de Sophie apparaissaient régulièrement avec des pages arrachées ou tachées d'encre, obligeant Henri à racheter constamment de nouveaux manuels au libraire Payot. Plus troublant encore, le chat angora de la famille, Princesse, une magnifique créature aux poils blancs immaculés que Sophie adorait, avait disparu sans laisser de traces. Marguerite avait fait fouiller tout le quartier par les domestiques, interroger les voisins, plaçarder des avis de recherche sur les murs de la ville. Rien. L'animal semblait s'être volatilisé, laissant Sophie inconsolable et l'ensemble de la famille dans l'incompréhension. « C'est inexplicable », murmurait Henri en arpentant son bureau, les mains croisées dans le dos. Tous ces incidents, il y a forcément une explication rationnelle. Madame Bertha, convoquée pour faire le point sur la situation, se tenait droite devant le bureau directoriel, ses traits habituellement sévères marqués par une inquiétude inhabituelle. En 30 ans de service dans diverses familles bourgeoises, elle n'avait jamais été confrontée à une succession d'événements aussi perturbants. « Monsieur Fournier, j'ai questionné tout le personnel, Marie, Jules, même le jardinier, personne n'a rien vu. Rien entendu, c'est comme si ces choses arrivaient par l'opération du Saint-Esprit. Et cette Élise, Henri prononçait le nom de la fillette avec une réticence visible, comme si l'évoquer risquait de matérialiser de nouveaux problèmes. C'est bien là le plus étrange, monsieur. Chaque fois qu'un incident se produit, l'enfant se trouve ailleurs, occupé à des tâches que je lui ai moi-même assignées. Hier, quand nous avons découvert les livres de mademoiselle Sophie abîmés, Élise était au sous-sol, en train de trier les conserves sous la surveillance de Jules. Il peut en témoigner. Henri fronça les sourcils.
Cette situation échappait totalement à sa compréhension méthodique du monde. En tant que banquier, il était habitué à des problèmes ayant des causes identifiables et des solutions logiques. Cette série d'événements mystérieux heurtait profondément sa vision rationnelle de l'existence. Vous pensez qu'elle pourrait agir pendant la nuit? J'y ai songé, monsieur. Mais sa chambre est juste à côté de la mienne, dans les combles. Les planchers grincent terriblement là-haut, j'entendrais forcément si elle se déplaçait. Et puis, Madame Bertha hésita, comme si elle répugnait à formuler sa pensée suivante. Et puis quoi? Et puis, monsieur, cet enfant, il y a quelque chose de troublant chez elle. Pas seulement son comportement, mais son regard. Parfois, j'ai l'impression qu'elle comprend des choses qu'aucun enfant de 5 ans ne devrait comprendre. Henri hocha la tête lentement. Lui aussi avait remarqué quelque chose d'étrange chez la petite domestique. Quand leurs regards se croisaient par hasard, il avait l'impression troublante que ce n'était pas un enfant qui l'observait, mais quelque chose de plus vieux, de plus calculateur. Cette sensation le mettait si mal à l'aise qu'il évitait désormais tout contact visuel avec Élise. Redoublez de surveillance, Madame Bertha, et tenez-moi informé du moindre nouvel incident. À l'étage, Sophie pleurait dans les bras de sa mère. La disparition de Princesse l'affectait profondément, d'autant plus qu'elle s'accompagnait d'une succession de petites cruautés qui semblaient spécifiquement dirigées contre elle. Ses jouets préférés étaient systématiquement les victimes de ces mystérieux sabotages, comme si quelqu'un étudiait attentivement ses habitudes pour mieux la blesser. « Maman, pourquoi est-ce que quelqu'un fait du mal à mes affaires ?» sanglotait la fillette, blottie contre la robe de soie de Marguerite. « Ma chérie, personne ne te veut du mal. Ce sont juste des accidents malheureux. Tu sais comme les domestiques peuvent être maladroits parfois. » Mais au fond d'elle-même, Marguerite commençait à douter de ses propres explications rassurantes. La précision avec laquelle les objets les plus chers à Sophie étaient visés suggérait une intention malveillante plutôt qu'une série de coïncidences malheureuses. Cette pensée la troublait profondément, car elle impliquait qu'un habitant de sa propre maison nourrissait des sentiments hostiles envers sa fille. Bernard, plus âgé et naturellement moins démonstratif que sa sœur, avait développé sa propre théorie sur ces événements mystérieux. Passionné de romans d'aventure et de récits policiers, il approchait le problème avec la logique méthodique qu'il tenait de son père et une imagination nourrie de lecture. « Sophie, » murmura-t-il un soir alors qu'il se retrouvait seul dans la salle de jeu, « je crois que nous avons un saboteur dans la maison. »« Un saboteur ?» Sophie écarquilla ses yeux bleus, à la fois effrayée et fascinée. « Quelqu'un qui nous veut du mal et qui agit en secret, comme dans les mystères de Paris que papa lit parfois. Il faut qu'on mène notre propre enquête. » Cette idée plaisait à l'imagination dramatique de Sophie, qui se voyait déjà en héroïne d'un roman d'aventure. Les deux enfants commencèrent à épier discrètement les allées et venues des domestiques, prenant des notes dans un carnet secret que Bernard dissimulait sous son matelas. Leurs soupçons se portèrent naturellement sur Élise, non par méchanceté, mais par simple logique d'exclusion. Marie et Jules faisaient partie de la maison depuis des années, leur loyauté était éprouvée. Madame Bertha inspirait un respect mêlé de crainte, mais sa droiture germanique était indiscutable. Restait la nouvelle venue, cette petite fille silencieuse qui évoluait dans la maison comme une ombre. « Elle a des yeux bizarres », observa Sophie en épiant Élise depuis la balustrade de l'escalier. « On dirait qu'elle regarde à travers nous, comme si elle voyait des choses qu'on ne voit pas. Et elle ne pleure jamais », ajouta Bernard. « Même quand Madame Bertha la gronde très fort. C'est pas normal pour une petite fille. » Leurs observations, bien qu'enfantines dans leur méthode, n'étaient pas dénuées de pertinence. Élise était effectivement différente des autres enfants de son âge, mais pas de la manière qu'ils imaginaient. Sa précocité psychologique, fruit d'une vie déjà marquée par trop d'épreuves, lui donnait une compréhension intuitive des dynamiques familiales et des faiblesses humaines qu'elle commençait à exploiter avec une habileté troublante. La véritable révélation se produisit un jeudi matin pluvieux d'octobre. Sophie, descendue plus tôt que d'habitude pour récupérer un livre oublié dans le salon,
surprit Élise dans une activité qui la glaça d'effroi. La petite domestique se tenait debout devant le portrait de famille, celui pris par Monsieur Dufresne et désormais accroché au-dessus de la cheminée. Mais elle n'était pas en train de l'épousseter comme ses tâches l'exigeaient. Elle parlait à l'image, d'une voix si basse que Sophie dut tendre l'oreille pour comprendre ses paroles. « Bientôt, vous saurez ce que c'est que d'avoir peur », murmurait Élise en fixant les visages souriants des Fournier. « Vous saurez ce que c'est que de perdre ce qu'on aime, comme moi j'ai perdu ma maman. Comme tous les enfants comme moi perdent tout. » Sophie retint son souffle, terrifiée par le ton glacial de ces paroles prononcées par une enfant qui avait le même âge qu'elle quelques années plus tôt. Ce n'était plus la voix d'une fillette de 5 ans, mais quelque chose de plus dur, de plus ancien. « Et toi, Sophie ?» continua Élise en pointant le doigt vers l'image de la fillette blonde. « Toi qui as tout ce que je n'aurai jamais, tu vas comprendre ce que c'est que d'être triste, très triste. » Ce fut à ce moment qu'Élise se retourna et aperçut Sophie cachée derrière la porte. Leurs regards se croisèrent, et Sophie vit dans les yeux bleu-gris de la petite domestique quelque chose qui la fit frissonner jusqu'aux os. Ce n'était pas de la colère ou de la haine ordinaire, mais une détermination froide, adulte, terrifiante chez une enfant. « Bonjour, mademoiselle Sophie », dit simplement Élise d'une voix redevenue enfantine. « Vous cherchez quelque chose ?» Sophie recula instinctivement, bégayant une excuse, et remonta en courant vers sa chambre. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Pour la première fois de sa vie protégée, elle venait de faire face à quelque chose de véritablement maléfique, et ce mal avait le visage d'une enfant de son âge. Elle trouva Bernard dans sa chambre, occupé à réviser ses leçons de latin. « Bernard, il faut que je te raconte. Élise, elle parlait à notre portrait, et elle a dit des choses terribles. » Bernard écouta le récit haletant de sa sœur avec une gravité inhabituelle pour ses 10 ans. Quand Sophie eut terminé, il resta silencieux un long moment, réfléchissant aux implications de ce qu'elle venait de découvrir. « Sophie, dit-il finalement, je crois qu'on est en danger. Pas le genre de danger dont parlent les contes de fées, mais un vrai danger. Il faut qu'on prévienne papa et maman. » Le lupta, mais quand ils tentèrent de rapporter l'incident à leurs parents, ils se heurtèrent au scepticisme bienveillant des adultes face aux histoires d'enfants. Henri et Marguerite, préoccupés par leurs affaires et peu disposés à prendre au sérieux les craintes enfantines, balayèrent leurs inquiétudes d'un sourire indulgent. « Mais chérie, vous avez trop d'imagination », déclara Marguerite. « Cette pauvre Élise n'est qu'une petite fille comme vous. Elle a peut-être parlé toute seule, c'est normal quand on est timide. Mais maman, tu n'as pas entendu sa voix. Elle était différente, insista Sophie. Sophie, ma chérie, tu es une petite fille très sensible. Parfois, ton imagination te joue des tours. Cette incompréhension des adultes renforça paradoxalement la détermination d'Élise. Elle avait observé toute la scène depuis l'embrasure de la porte de l'office, et elle avait vu comment les parents Fournier avaient rejeté les craintes légitimes de leurs propres enfants. Cette négligence lui offrait une liberté d'action encore plus grande. Ce soir-là, alors que la famille dînait dans la salle à manger éclairée aux chandelles, un événement se produisit qui marqua un tournant définitif dans l'escalade de violences psychologiques orchestrée par Élise. Madame Bertha, servant le potage de légumes avec son efficacité habituelle, poussa soudain un cri d'horreur qui figea tous les convives. Au fond de la soupière en porcelaine de Sèvres flottait quelque chose qui n'aurait jamais dû s'y trouver, une petite patte blanche, reconnaissable entre toutes. C'était tout ce qui restait de princesse. Marguerite s'évanouit, Bernard vomit, Sophie hurla. Henri se leva d'un bond, renversant sa chaise, le visage livide de rage et de dégoût. Dans le chaos qui s'ensuivit, personne ne remarqua Élise qui, depuis l'embrasure de la porte de service, observait la scène avec une satisfaction froide et calculée. Son plan entrait dans sa phase finale. Les Fournier allaient découvrir ce que signifiait vivre dans la peur constante, cette peur qu'elle-même connaissait depuis sa plus tendre enfance. Et ce n'était que le commencement.
Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton Merci en forme de cœur afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. La découverte macabre dans la soupière transforma radicalement l'atmosphère de la Villa Fournier. Ce qui n'était jusqu'alors qu'une série d'incidents mystérieux venait de franchir une ligne infranchissable, basculant du malaise diffus vers l'horreur pure. Henri, d'ordinaire si maître de lui-même, arpentait son bureau comme un fauve en cage, alternant entre colère froide et incompréhension totale. « C'est inacceptable, inadmissible !» rugissait-il en frappant du poing sur son bureau d'acajou. « Oh, quelqu'un dans cette maison a tué cet animal et l'a profané de cette manière. » Madame Bertha, encore tremblante du choc, se tenait debout devant lui, ses mains habituellement fermes agitées de légers tremblements. En 30 ans de service, jamais elle n'avait été confrontée à une situation aussi perturbante. Sa formation prussienne, qui l'avait préparée à gérer toutes les crises domestiques imaginables, ne l'avait pas armée pour affronter une telle barbarie. « Monsieur Fournier, j'ai interrogé tout le personnel. Marie était en course au marché de la Palude toute la matinée, Jules accompagnait le livreur de charbon à la cave, et moi-même... » Sa voix se brisa légèrement. Moi-même, j'étais dans les combles, en train de superviser le rangement des vêtements d'hiver. Et Élise, le nom résonna dans le bureau comme une accusation. Madame Bertha hésita, comme si prononcer ses soupçons risquait de les matérialiser. Élise elle était censée nettoyer l'argenterie dans l'office. Mais quand j'ai voulu vérifier son travail vers midi, je ne l'ai trouvée nulle part. Elle a réapparu 1 heure plus tard, prétextant qu'elle était allée vider les poubelles dans la remise du jardin. Henri s'immobilisa net. 1 heure d'absence non justifiée. Au moment exact où... Il ne termina pas sa phrase, mais l'implication était claire. « Monsieur, j'ai peine à le croire. Comment une enfant de 5 ans pourrait-elle... C'est tellement... cruel, tellement calculé. Et puis, techniquement, pour découper... » Madame Bertha frissonna à cette évocation. « Les enfants peuvent être cruels, Madame Bertha. Surtout ceux qui ont grandi dans la violence et la misère. Peut-être que sa nature véritable commence seulement à se révéler. » Cette conversation était entendue par Élise elle-même, tapie dans le couloir adjacent. Sa capacité à se déplacer silencieusement dans la maison, acquise au prix de nombreuses corrections, lui permettait d'épier la plupart des discussions importantes. Elle écoutait avec une attention soutenue, non par peur d'être découverte, mais par curiosité intellectuelle. Comment les adultes allaient-ils gérer cette escalade qu'elle avait soigneusement orchestrée? Car effectivement, c'était bien elle qui avait tué Princesse, non par sadisme instinctif, mais par calcul. Elle avait observé l'attachement de Sophie pour l'animal, étudié la routine de la maison, identifié le moment optimal pour agir. L'acte lui-même n'avait procuré ni plaisir ni dégoût, simplement la satisfaction froide d'un plan exécuté avec succès. Le plus troublant, c'était sa méthode. Élise avait attiré le chat avec des morceaux de poisson, l'avait étranglé rapidement dans la remise pour éviter les cris, puis avait procédé à la découpe avec des outils de jardinage. Cette efficacité technique, cette absence totale d'émotion pendant l'acte, révélait chez elle une pathologie qui dépassait largement les simples troubles comportementaux liés à son environnement difficile. À l'étage, Sophie était inconsolable. La mort atroce de Princesse la traumatisait d'autant plus qu'elle avait compris, avec l'intuition particulière des enfants, que cet acte lui était personnellement destiné. Ce n'était pas un acte de folie gratuite, mais un message, une déclaration de guerre déguisée. « Maman !» sanglotait-elle contre l'épaule de Marguerite. « C'est Élise qui a fait ça, je le sais. Elle m'a dit qu'elle me ferait du mal. » Marguerite, encore sous le choc, caressait machinalement les cheveux de sa fille. Une partie d'elle commençait à prendre au sérieux les craintes de Sophie, mais l'autre résistait encore à accepter qu'une enfant de 5 ans puisse être capable d'un tel acte. « Ma chérie, nous ne savons pas qui, comment... » Marguerite cherchait ses mots, incapable de formuler l'horreur de ce qui venait de se produire. « Papa va découvrir la vérité, et nous prendrons les mesures nécessaires. » Bernard, lui, avait franchi un cap dans sa compréhension de la situation.
Plus âgé, moins émotionnel que sa sœur, il analysait les faits avec une lucidité précoce. Tous les incidents mystérieux, la progression logique vers des actes de plus en plus graves, le timing parfait des accidents, tout pointait vers une seule conclusion. « Sophie, dit-il en prenant la main de sa sœur, Élise n'est pas comme nous. Il y a quelque chose de cassé en elle, et je crois qu'elle devient de plus en plus dangereuse. » Cette nuit-là, Henri convoqua un conseil de famille d'urgence. Dans le grand salon, sous l'éclairage tamisé des lampes à pétrole, il prit une décision qui aurait dû être prise des semaines plus tôt. « Marguerite, mes enfants, nous ne pouvons plus fermer les yeux sur l'évidence. Cet enfant, Élise, représente un danger pour notre famille. Demain matin, je contacte l'orphelinat de Delémont pour organiser son retour. »« Henri, » murmura Marguerite, « si c'est vraiment elle qui... Comment une enfant peut-elle être si... malveillante? Je l'ignore, ma chérie. Peut-être que certains individus naissent avec quelque chose de défaillant dans leur nature, ou peut-être que les épreuves qu'elle a subies l'ont transformée. Peu importe la cause, nous ne pouvons mettre nos propres enfants en danger par sentimentalisme mal placé. » Cette conversation, comme les précédentes, était écoutée par Élise. Mais cette fois, au lieu de rester cachée dans l'ombre, elle choisit de faire son entrée dans le salon. Sa silhouette menue se découpa dans l'embrasure de la porte, et elle s'avança lentement vers la famille réunie. « Bonsoir, » dit-elle simplement. Le silence qui suivit fut assourdissant. 4 pères d'yeux se braquèrent sur elle, ceux d'Henri chargés de suspicion et de colère, ceux de Marguerite mélange de peur et de pitié, ceux des enfants reflétant une terreur pure. « Élise, » dit Henri d'une voix contrôlée, « que fais-tu ici? Tu devrais être couchée depuis longtemps. » « J'ai entendu mon nom. Je me suis dit que vous parliez de moi. » La simplicité de cette réponse, prononcée d'un ton parfaitement neutre, était plus troublante que n'importe quelle attitude défensive. Élise ne manifestait ni culpabilité, ni peur, simplement une curiosité détachée. « Élise, » reprit Henri en se penchant vers elle, « il faut que tu me dises la vérité. As-tu fait du mal au chat de Sophie ?» Un long silence s'étira. Élise sembla peser sa réponse, comme si elle évaluait les avantages et inconvénients de différentes stratégies. Puis, avec un sourire qui glaça le sang de tous les présents, elle répondit « Oui ». Ce simple mot, prononcé sans aucune émotion apparente, tomba comme un couperet. Sophie poussa un cri et se réfugia dans les bras de sa mère. Bernard recula instinctivement vers son père. Henri et Marguerite échangèrent un regard horrifié. « Pourquoi ?» réussit à articuler Henri. « Parce que Sophie était triste quand ses jouets étaient cassés. Alors, j'ai voulu voir si elle serait encore plus triste avec quelque chose de vivant. » La froideur clinique de cette explication était plus effrayante que n'importe quelle explosion de violence. Élise parlait de sa cruauté comme un scientifique décrivant une expérience, sans aucune conscience de la monstruosité de ses actes. Et les autres incidents? L'éventail, les livres, le cheval à bascule? Aussi, c'était facile. Vous ne me voyez jamais vraiment, alors je peux faire beaucoup de choses sans que vous compreniez. Cette révélation acheva de faire basculer la famille Fournier dans un cauchemar qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ils réalisaient soudain qu'ils avaient vécu pendant des mois sous le même toit qu'un prédateur miniature, qui les avait étudiés, manipulés, torturés psychologiquement avec une intelligence perturbante. « Élise, » dit Marguerite d'une voix tremblante, « tu comprends que ce que tu as fait est très mal, que c'est mal de faire souffrir les autres. » Élise inclina la tête sur le côté, comme si cette question méritait réflexion. « Vous me faites souffrir tous les jours. Vous me donnez des coups, vous me privez de nourriture, vous me faites dormir dans le froid. Mais vous dites que c'est normal, parce que je suis juste une enfant assistée. Alors, j'ai pensé que, si vous pouviez me faire souffrir, moi aussi je pouvais vous faire souffrir. » Cette logique implacable laissa les adultes sans voix. Dans son raisonnement tordu, Élise avait une cohérence terrifiante. Elle appliquait simplement la loi du talion avec une précision qui révélait une intelligence exceptionnelle mise au service d'une pathologie profonde. « Élise, » tenta Henri, « nous ne t'avons jamais fait de mal intentionnellement.
Les règles de la maison, les punitions, c'était pour ton éducation. Non, répliqua Élise avec une assurance troublante, c'était parce que vous me détestez. Parce que je vous rappelle que votre bonheur se construit sur la souffrance d'enfants, comme moi. Alors, j'ai décidé de vous montrer ce que ça fait. Le silence qui suivit fut lourd de toutes les implications de cette déclaration. Cet enfant de 5 ans venait d'articuler une critique sociale, d'une sophistication remarquable, tout en révélant l'étendue de sa soif de vengeance. « Demain matin, déclara Henri d'une voix ferme, tu retournes à l'orphelinat. Je sais, répondit simplement Élise, j'ai entendu. Mais ce n'est pas grave, j'ai déjà fait ce que je voulais faire. Ces derniers mots, prononcés avec un sourire qui n'avait rien d'enfantin, firent frissonner toute la famille. Qu'avait-elle voulu dire par « j'ai déjà fait ce que je voulais faire » ? Avait-il découvert toute l'étendue de ses méfaits, ou d'autres surprises les attendaient-elles? Cette nuit-là, personne ne trouva le sommeil dans la villa Fournier. Henri monta la garde dans le couloir, Marguerite serrait Sophie contre elle, Bernard avait barricadé sa porte. Et dans sa mansarde, Élise contemplait le plafond avec satisfaction. Car effectivement, elle avait accompli ce qu'elle s'était fixé comme objectif. Non seulement terroriser la famille qui l'opprimait, mais leur révéler une vérité qu'ils n'avaient jamais voulu voir, qu'elle était un être humain doté d'intelligence et de sentiments, capable de souffrance, mais aussi de représailles. Son départ forcé ne l'attristait pas, elle avait gagné quelque chose de plus précieux que le confort matériel. Elle avait gagné le respect, même s'il était teinté de terreur. Demain, elle retournerait à l'orphelinat. Mais elle emporterait avec elle la certitude qu'elle n'était plus une victime passive. Elle était devenue quelque chose de beaucoup plus dangereux, un prédateur qui avait appris à chasser. Et dans l'orphelinat, il y aurait d'autres proies, d'autres leçons à donner. Le monstre que les Fournier avaient créé par leur négligence et leur cruauté ordinaire était maintenant lâché dans le monde. L'aube du 15 novembre 1913 se leva grise et froide sur Lausanne. Une fine couche de givre recouvrait les jardins de la villa Fournier, transformant le paysage idyllique en un tableau hivernal d'une beauté cristalline, mais glacée. Cette froideur matinale semblait refléter l'atmosphère qui régnait désormais dans la demeure bourgeoise, où chaque habitant évoluait avec la prudence nerveuse de proie consciente d'être traqué. Henri Fournier, levé avant l'aube, finissait de rédiger une longue lettre à destination de l'orphelinat de Delémont. Sa main, d'ordinaire si ferme pour signer des contrats bancaires de millions de francs, tremblait légèrement tandis qu'il couchait sur papier les événements des dernières semaines. Comment expliquer à des religieuses que l'enfant qu'elles avaient confié à sa famille s'était révélé être un petit sociopathe d'une intelligence terrifiante? « Révérende mère supérieure », écrivait-il, « il m'est douloureux de vous informer que l'enfant Élise Moreau ne convient pas à notre foyer. Sans entrer dans des détails qui pourraient paraître invraisemblables, je vous prie de bien vouloir reprendre cet enfant dans les plus brefs délais. Un comportement préoccupant nous oblige à cette décision que nous ne prenons pas à la légère. » Dans la cuisine, Madame Bertha préparait machinalement le petit déjeuner, ses gestes habituellement précis, marqués par une nervosité inhabituelle. Marie et Jules échangeaient des regards inquiets, troublés par l'atmosphère tendue qui s'était installée dans leur lieu de travail. Ils ne connaissaient pas tous les détails de ce qui s'était passé, mais l'annonce du départ imminent d'Élise, accompagnée des mines défaites de leurs employeurs, suffisait à leur faire comprendre qu'un drame s'était joué entre ces murs. Élise elle-même descendit vers 7 heures, portant la même robe de toile grise qu'à son arrivée 6 mois plus tôt. Ses maigres affaires tenaient dans un baluchon de tissu à pièces, quelques sous-vêtements, un peigne cassé, et curieusement, un petit carnet qu'elle avait confectionné en cousant ensemble des feuilles de papier récupérées. Personne ne savait ce qu'elle y inscrivait, mais ceux qui l'avaient aperçue écrivant dedans à la lueur de chandelles volées avaient été frappés par la concentration intense de son expression. « Bonjour », dit-elle simplement en entrant dans la cuisine. Sa voix était redevenue celle d'une fillette de 5 ans,
aiguë, fragile, innocente en apparence. Mais après les révélations de la veille, cette innocence sonnait faux, comme un masque habilement replacé. Marie sursauta en l'entendant, renversant un peu de lait sur le sol carrelé. « Bonjour, Élise », répondit Madame Bertha d'une voix tendue. « Monsieur Fournier souhaite te voir dans son bureau avant ton départ. » Élise hocha la tête sans manifester d'émotion particulière. Ni tristesse de quitter cette maison, ni appréhension face à l'entretien qui l'attendait. Cette absence totale de réaction émotionnelle normale renforçait l'impression troublante qu'elle n'était plus tout à fait une enfant ordinaire. À l'étage, les enfants Fournier étaient restés dans leur chambre, sur ordre express de leurs parents. Sophie, blottie dans son lit, serrait contre elle une nouvelle poupée que Marguerite avait achetée en urgence pour remplacer celle qui avait été mutilée. Mais l'objet, malgré sa beauté, ne parvenait pas à lui faire oublier le visage froid d'Élise prononçant ses terribles aveux. Bernard, lui, était assis à son bureau, tentant de se concentrer sur ses devoirs de latin. Mais les mots dansaient devant ses yeux, supplantés par les images obsédantes de la soirée précédente. Il avait l'impression d'avoir vieilli de plusieurs années en quelques heures, confronté à une réalité du mal qu'aucun de ses livres d'aventure n'avait su lui faire pressentir. Dans le bureau directoriel, Henri attendait, debout près de la fenêtre qui donnait sur le lac. La beauté paisible du paysage lacustre contrastait cruellement avec la tourmente intérieure qu'il vivait. Comment un homme habitué à contrôler parfaitement son environnement professionnel et familial pouvait-il se retrouver à ce point déstabilisé par une enfant de 5 ans? On frappa discrètement à la porte. « Entrez !» Élise pénétra dans la pièce avec cette démarche silencieuse qui était devenue sa signature. Elle referma soigneusement la porte derrière elle et se dirigea vers le bureau, s'arrêtant à distance respectueuse comme le protocole domestique l'exigeait. « Élise !» commença Henri en se retournant vers elle. « Dans quelques heures, tu vas retourner à l'orphelinat. Avant ton départ, j'aimerais que tu me dises s'il y a d'autres choses que nous devrions savoir. » « Quelles choses, monsieur Fournier ?» La question posée avec une innocence feinte irrita profondément Henri. Cet enfant jouait encore avec lui, même dans ses derniers instants. D'autres méfaits, d'autres vengeances que tu aurais pu préparer. Élise inclina la tête sur le côté, feignant de réfléchir. En réalité, elle savourait ce moment de pouvoir. Pour la première fois depuis son arrivée, un adulte la traitait comme un égal dangereux plutôt que comme un objet négligeable. « Il y a bien une chose, monsieur. » Henri se tendit, s'attendant au pire. « Quoi donc ?»« La photographie, celle que monsieur Dufresne a prise. Vous devriez la regarder attentivement. » Cette réponse cryptique décontenança Henri. Quelle importance pouvait avoir cette photographie de famille dans le contexte actuel? « Qu'est-ce que tu veux dire ? Regardez-la bien, monsieur. Regardez mon visage. Et demandez-vous ce que les gens penseront quand ils verront cette image dans quelques années. » Un frisson glacé parcourut l'échine d'Henri. Il commençait à entrevoir l'intelligence diabolique de cet enfant. La photographie familiale, censée immortaliser leur bonheur bourgeois, portait désormais en elle le témoignage silencieux d'une époque où ils avaient abrité un monstre sous leur toit. Tu as pensé à cela dès le début. J'ai pensé à beaucoup de choses, monsieur Fournier. C'est ce qui arrive quand on a beaucoup de temps pour réfléchir, dans les caves froides. Cette réplique, d'une ironie glaçante, acheva de convaincre Henri qu'il avait affaire à quelque chose qui dépassait largement le cadre des troubles comportementaux infantiles. Cet enfant possédait une intelligence stratégique remarquable, doublée d'une soif de vengeance qui avait su se nourrir patiemment avant de frapper. « Élise, » dit-il d'une voix plus douce, tentant une approche différente, « comprends-tu au moins que ce que tu as fait était mal, que tu es un animal innocent ?»« Innocent ?» l'interrompit Élise. « Princesse n'était pas plus innocente que moi. Elle était juste plus chanceuse. Elle avait l'amour de Sophie, elle avait de la nourriture chaude, elle dormait dans un lit moelleux. Moi, qu'est-ce que j'avais? Tu avais un toit, de la nourriture, une éducation. J'avais des coups, des humiliations, et la certitude que personne ne me verrait jamais comme un être humain digne d'amour. » Le silence qui suivit fut pesant.
Henri réalisait avec une clarté douloureuse que, d'une certaine manière, ils avaient créé eux-mêmes le monstre qui les avait terrorisés. Leur négligence, leur mépris inconscient, leur incapacité à voir en Élise autre chose qu'un outil domestique avaient nourri une rancœur qui s'était muée en pathologie. « Que vas-tu faire maintenant, à l'orphelinat ?» Pour la première fois depuis le début de l'entretien, un sourire effleura les lèvres d'Élise, un sourire qui n'avait rien d'enfantin. « Je vais grandir, monsieur Fournier, et j'appliquerai les leçons que vous m'avez enseignées. » Quelles leçons? Que le monde se divise entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui le subissent. Que la gentillesse est une faiblesse qu'on peut exploiter. Que pour obtenir ce qu'on veut, il faut savoir faire peur. Ces paroles, prononcées par une fillette de 5 ans avec la conviction d'un philosophe cynique, glacèrent Henri jusqu'aux os. Il entrevoyait l'adulte que deviendrait cet enfant, intelligente, impitoyable, dépourvue d'empathie, un prédateur social parfaitement adapté à un monde qu'elle comprenait déjà mieux que la plupart des adultes. 2 heures plus tard, une voiture à cheval s'arrêta devant la Villa Fournier. Le cocher, un homme bourru engagé pour l'occasion, chargea le maigre baluchon d'Élise et l'aida à monter dans le véhicule. La famille Fournier observait la scène depuis les fenêtres du premier étage, soulagée, mais aussi troublée par cette conclusion abrupte d'un cauchemar qui avait failli détruire leur équilibre familial. Juste avant que la voiture ne s'ébranle, Élise se retourna vers la villa. Son regard balaya les fenêtres éclairées, s'arrêtant sur chaque visage visible. Puis, avec un geste qui figea le sang de tous les observateurs, elle porta sa petite main à ses lèvres et envoya un baiser ironique vers la demeure. Ce geste, d'une sophistication psychologique terrifiante chez une enfant de son âge, marquait la fin d'un chapitre, mais certainement pas la fin de l'histoire. C'était un au revoir, pas un adieu. Alors que la voiture s'éloignait dans les rues pavées de Lausanne, Élise sortit de son baluchon le petit carnet qu'elle avait confectionné. À la lueur tamisée qui filtrait par la fenêtre du véhicule, elle commença à écrire d'une écriture appliquée, mais encore hésitante. Journal d'Élise Moreau, novembre 1913. Première leçon terminée. Les Fournier ont appris ce que signifie avoir peur. Ils n'oublieront jamais. Prochaine étape, l'orphelinat. Nouvelle cible à étudier, nouvelle leçon à donner. Elle referma le carnet et contempla le paysage qui défilait. Dans quelques heures, elle serait de retour à l'orphelinat de Delémont, officiellement pour être punie et redressée, en réalité pour perfectionner ses techniques et identifier de nouvelles proies. Car Élise avait découvert quelque chose d'enivrant pendant ces 6 mois chez les Fournier, le pouvoir. Le pouvoir de manipuler, de terroriser, de contrôler des êtres qu'elle considérait comme ses supérieurs sociaux. Ce pouvoir était devenu une drogue dont elle ne pourrait plus jamais se passer. L'orphelinat de Delémont abritait 37 enfants abandonnés, supervisés par 6 religieuses et un aumônier. Aucun d'entre eux ne se doutait qu'ils s'apprêtaient à accueillir un prédateur qui avait déjà fait ses armes dans l'une des familles les plus respectables de Lausanne. 6 mois plus tard, les journaux locaux rapportaient une série d'incidents troublants à l'orphelinat Saint-Joseph de Delémont. 3 enfants avaient fait des cauchemars si violents qu'ils avaient dû être hospitalisés pour épuisement nerveux. 2 religieuses avaient demandé leur mutation, prétextant un environnement devenu malsain. L'aumônier lui-même avait été retrouvé en pleurs dans sa cellule, après avoir découvert ses vêtements liturgiques déchirés et souillés. Au centre de tous ces incidents, toujours présente mais jamais directement impliquée, une fillette de 6 ans, aux yeux bleu-gris devenus encore plus froids, qui répondait au nom d'Élise Moreau. Quant à la famille Fournier, ils ne furent plus jamais les mêmes. Henri développa une paranoïa chronique qui affecta ses affaires bancaires. Marguerite sombra dans une mélancolie nerveuse qui nécessita plusieurs cures thermales. Sophie, traumatisée, ne put jamais plus supporter la présence d'animaux domestiques et développa une phobie des espaces clos. Bernard, marqué par cette confrontation précoce avec le mal absolu, s'orienta vers des études de criminologie, obsédé par la compréhension des esprits déviants. La photographie de famille, qui devait immortaliser leur bonheur bourgeois, fut reléguée dans un tiroir du bureau d'Henri.
Parfois, tard le soir, il la sortait et scrutait le visage flou d'Élise à l'arrière-plan, tentant de déceler dans cette image innocente les signes précurseurs du monstre qu'elle était devenue. Car ils savaient tous, même s'ils n'en parlaient jamais, qu'Élise Moreau n'en avait pas fini avec eux. Quelque part en Suisse, elle grandissait, apprenait, perfectionnait ses techniques de manipulation et de terreur psychologique. Et un jour, quand elle serait adulte, elle reviendrait peut-être terminer ce qu'elle avait commencé dans leur villa lausannoise. Cette certitude empoisonna le reste de leur existence, transformant chaque ombre dans un couloir, chaque bruit nocturne inexpliqué, chaque lettre anonyme en rappel de leur vulnérabilité face à un prédateur qu'ils avaient eux-mêmes créé par leur négligence et leur mépris. L'histoire d'Élise Moreau et de la famille Fournier devint avec le temps une légende urbaine dans la haute société lausannoise. Une mise en garde murmurée lors des dîners bourgeois. Attention à la manière dont vous traitez ceux qui vous servent, car parfois l'opprimé devient oppresseur, et sa vengeance peut être d'autant plus terrible qu'elle a été longuement mûrie dans l'ombre et le silence. En 1913, alors que l'Europe s'apprêtait à basculer dans la Grande Guerre, une enfant de 5 ans avait démontré que les véritables champs de bataille se trouvaient parfois dans l'intimité des foyers les plus respectables, et que les ennemis les plus redoutables étaient ceux qu'on refusait de voir. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. Cette histoire, bien qu'inspirée par des faits historiques réels concernant l'exploitation des enfants assistés en Suisse au début du XXe siècle, est une œuvre de fiction. Les personnages et événements décrits sont imaginaires, mais s'inscrivent dans un contexte social et historique authentique.